Alors on va revenir quand même sur un point que j'ai déjà évoqué, le conseil scientifique et la question des conflits d'intérêts. Didier Raoult l'a beaucoup rappelé, notamment pendant les commissions d'enquête parlementaires, également au Sénat. Il a appelé les responsables politiques à enquêter sur les liens d'intérêt que pouvait entretenir le laboratoire Gilead, notamment. La Palme d'Or, c'est le professeur François Raffi de Nantes, 541 729 €, dont 52 812 € de Gilead. Comment vous analysez tout cela? Alors on sait qu'on a beaucoup dit dans les médias que Didier Raoult avait refusé le débat avec deux personnes du conseil scientifique. On réunit des gens et on dit écoutez, ça c'est mon comité scientifique. Dont je ne me rappelle plus les noms. On lui a reproché finalement de ne pas vouloir confronter ses idées. Que pensez-vous de toute cette affaire? Alors ça, c'est lors de l'audition pour la commission d'enquête au Sénat. C'est l'espèce de traquenard. Et au lieu, comme il l'a été en juin à l'Assemblée nationale, d'être auditionné seul, ce qui est normal pour une commission d'enquête, surtout quand vous avez le CV d'un Didier Raoult, je dirais, il n'a rien à prouver. Alors ça, c'est certain. D'abord, sur le plan scientifique, on a quelqu'un qui a fait des découvertes majeures en biologie qui confine à la nobélisation. Ça, faut pas l'oublier. On a affaire à quelqu'un qui a découvert les mammavirus, qui a littéralement vaincu plusieurs maladies très graves. Et donc, oui, bien entendu, les travaux de Raoult ont leur place dans l'histoire scientifique et l'histoire de la biologie. Il a une carrière, il a 68 ans, il a des centaines de publications, il a un CV, il est reconnu mondialement. Donc c'est bien, je pense, de l'entendre seul. Non, on a voulu, comme si sa parole était honteuse et qu'il fallait absolument la confronter à la parole officielle, on lui a proposé au Sénat un débat. Avec effectivement des représentants du conseil scientifique. Bon, il a eu bien raison de refuser ce traquenard et effectivement ça lui a été reproché, mais ça lui a été reproché par 2-3 sénateurs qui sont en fait complètement liés à ce conseil scientifique et au gouvernement, voilà, et qui ont un a priori contre Raoult, qui d'ailleurs lui ont posé des questions stupides. Enfin, le niveau. Moi, j'ai regardé ces commissions d'enquête à la télévision, Sénat et Assemblée nationale, ou dans l'autre sens pour être chronologique. Le niveau est affligeant. À part quelques exceptions, il faut le noter, ils ne bossent pas à leur dossier. Ils ne connaissent pas le sujet. Ils arrivent les mains dans les poches en commission d'enquête et ils sortent des poncifs, ou ils sortent leur lubie, ou ils sortent leur... Mais c'est incroyable. Et c'est ces gens-là qui sont censés éclairer sur ce qui s'est passé en France. Parce qu'on a laissé crever nos personnes âgées dans les EHPAD. Il s'est quand même passé des choses graves. Les soignants qui ont été mis en danger. Ce qui se passe aujourd'hui sur les libertés publiques, la folie totale. Et les conflits d'intérêts. J'en veux beaucoup au ministère de la Santé, aurait dû vérifier avant de s'appuyer sur ces experts, que ce soit le conseil scientifique, que ce soit le Haut Conseil de la Santé publique, où beaucoup ont des conflits d'intérêts majeurs avec les laboratoires, dont le laboratoire Gilead, ou même à Vic et à Bott, qui sont concernés là-dedans. Ils auraient dû vérifier et les exclure de ces commissions. Oui. Ça c'est passible de la justice. Quand Raoult dit, comme un cri du cœur devant l'Assemblée nationale le 24 juin en audition, enquêter sur Gilead. Moi, je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le Remdesivir. Voilà. Si vous regardez la structure de Gilead, vous comprendrez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. Donc l'essentiel de la stratégie est basé sur l'influence. Moi, j'ai été quand même, je vous le rappelle, moi quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis 6 ans. Quand même. Donc c'est la même incidence d'être contre la chloroquine et de recevoir de l'argent de Gilead. Il le dit comme ça. Parce qu'on lui demande, au début, vous devez prêter serment, vous devez dire la vérité. Il dit la vérité, il dit ce qu'il pense. Qu'on comprenne bien, Gilead, c'est le laboratoire qui fabrique le Remdesivir, qui lui bénéficie quand même d'une C'est la première autorisation de mise sur le marché par l'Union européenne. Alors qu'on sait que ça peut avoir des effets secondaires très négatifs sur les reins, notamment. Des insuffisances rénales, et puis l'efficacité, manifestement, est asymptotique à 0. Hein. Donc, si vous voulez, et ça coûte $2 000 par semaine, voire 2300. Alors que l'hydroxychloroquine, azithromycine, c'est 12 €. Bon. Et lui, il dit ça, et qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Enquêter sur Gilead. Vous pensez qu'ils vont auditionner? Ils ont le droit, hein. Ils peuvent très bien réquisitionner le patron en France de Gilead, ou le patron Europe, ou je ne sais quoi. Vous pensez qu'ils l'ont fait? Non. Vous pensez qu'ensuite, ils ont interrogé les autres médecins ou du conseil scientifique sur Gilead? Jamais. Vous pensez qu'au Sénat, ils en ont reparlé 3 mois plus tard? Absolument pas. Voilà.
C'est tout. Donc, si vous voulez, la question des conflits d'intérêts, parce que je sais qu'avec l'industrie pharmaceutique, les questions de l'OMS, etc. J'ai analysé le curriculum vitae des 34 membres de la commission de l'OMS. Ça suffit, quoi. Ce sont tous les lobbyistes dans chaque État qui sont membres de cette commission. Aujourd'hui, si on vous parle de ça, on vous dit complotiste, ce qui est idiot. Moi, j'ai retrouvé des articles de presse, des enquêtes, même sur TF1, dans l'Express, je veux dire la grande presse, comme on peut pas faire plus grand public, qui enquêtait il y a quelques années, qui sortait des enquêtes là-dessus. Il y a eu des rapports de la Chambre des communes britannique, il y a eu des rapports du Sénat français, il y a eu des rapports de l'Assemblée générale de l'ONU sur la corruption dans ce monde-là, qui est le premier secteur le plus corrompu du monde. C'est écrit comme ça dans les rapports des ONG également. Eh bien, on en parlait pendant la crise, et au moment où on est concerné, où ça a peut-être un impact concret, c'est devenu tabou d'en parler, on ne peut plus en parler, voire suspect. Voilà, moi, c'est quand même quelque chose qui me fascine, quoi, et il ne faut pas accepter ça. Alors, dans toute cette cacophonie, vous évoquez aussi finalement la privation des médecins de la liberté de prescrire, puisque finalement, vous le dites, il y a 2 possibilités en France. Quand on est testé positif, c'est retour à la maison sous Doliprane, ou direction l'hôpital sous respirateur. C'est de toute façon, vous avez de la fièvre, écoutez, vous appelez le SAMU, c'est ce qu'on nous disait au début. Numéro vert aussi. Oui, ou le numéro vert, vous appelez, vous prenez des Doliprane, et puis si jamais vous n'arrivez plus à respirer, vous rappelez le SAMU, on vient vous chercher, on vous hospitalise, et puis voilà. Si vous n'êtes pas trop vieux. Si vous n'êtes pas trop vieux, parce que sinon, on vous donnera du Rivotril. Est-ce que vous comprenez l'incompréhension des généralistes quand ils ont vu d'un côté qu'il leur était interdit de prescrire un médicament qui marchait, donc l'hydroxychloroquine, et de l'autre côté, on les autorisait exceptionnellement à prescrire du Rivotril, autrement dit, d'un médicament qui tue, quoi. Je peux vous dire que les généralistes ont été horrifiés de voir ça, surtout quasiment à quelques jours d'intervalle. Mais c'est délirant. On est très loin du serment d'Hippocrate, là. Et moi, je sais qu'il y a énormément de médecins qui ont souffert et qui souffrent terriblement de ça. Et notamment toute la médecine libérale en France, c'est pas des guignols en France, c'est des gens qui ont 10 ans de formation. C'est des gens très bien formés. En France, on a une bonne médecine. Ils ont été complètement mis de côté comme jamais. Il y a eu les décrets de fin mars, de Véran, qui ont décidé qu'ils ne pouvaient pas prescrire le traitement Raoult. C'est une honte absolue que l'État, c'est une première au monde, ça s'est jamais vu, interdise à des médecins de prescrire. C'est un scandale absolu. Quand on voit que le Conseil national de l'ordre des médecins a pris la suivi et a menacé de radiation des médecins, que la NSM, l'agence du médicament, a commencé à inquiéter des gens, y compris moi, parce que on a reçu dans notre service une lettre de la NSM en disant comment ça se fait que vous ayez guéri des malades, c'est pas du tout normal. Et même globalement, ils ont été mis de côté. Mais il n'y a pas qu'eux qui ont été mis de côté. On a mis de côté beaucoup de cliniques privées. Alors on a essayé de nous faire croire non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ça a été vérifié, notamment dans le Grand Est. Et vous savez pourquoi rien n'a été mis en place depuis d'ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que les gens se demandent mais pourquoi l'hôpital public n'a pas fait? Mais parce que les grands pontes de l'hôpital public ou les directeurs d'administration, c'est l'effet pervers de cette T2A, tarification à l'activité. Ils ont besoin de faire du chiffre. Et donc il fallait surtout pas que du chiffre d'affaires, c'est affreux, mais c'est comme ça, entre guillemets, partent vers le privé à l'occasion de cette crise. Et donc il fallait absolument tout concentrer sur l'hôpital public pour qu'ensuite l'hôpital public présente la note à l'État en disant regardez comme on a besoin d'argent parce que regardez la crise qu'on a dû affronter. Voilà. Mais ils ont sursaturé parfois exprès les choses pour ensuite avoir, on peut les comprendre presque à la limite, pour avoir l'argent derrière parce qu'ils sont mis dans un système de pénurie financière. Vous voyez comme c'est pervers comme système. C'est terriblement pervers et ça amène à ce genre d'aberration pendant des crises. Alors vous réclamez d'ailleurs des enquêtes, vous réclamez également des peines pour les responsables de ce fiasco sanitaire. Est-ce que c'est pas un peu une dérive vers la judiciarisation de la politique? Alors, je vais être très clair, il y a des gens qui s'estiment victimes ou qui le sont et je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit d'aller devant les tribunaux. Les ministres ou les directeurs d'administration ne sont pas des gens hors justice, hors loi, et il y a des procédures. Je ne sais pas si elles donneront grand-chose, mais moi je trouve très malsain qu'on s'interdise ça. Je pense qu'il y a des soignants dont la vie a été mise en danger. Il y a des gens qui pleurent leurs parents ou leurs grands-parents qui sont morts dans les conditions... On n'aurait pas fait ça à un chien. Des conditions inhumaines dans les maisons de retraite qui sont morts, mais en plus on n'a laissé aucune chance de survie. Mais en plus ils sont morts seuls.
Ils sont morts seuls, il n'y avait personne pour leur tenir la main. Et ça, moi, je trouve que c'est le comble de l'inhumanité dans ce qui s'est passé. Eux, je comprends qu'ils aillent devant la justice, si vous voulez. Après, voilà, on verra ce que ça donne. Je souhaite que ça prospère si ça doit prospérer. Mais je pense que la vraie responsabilité, elle reste politique. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Si les Français veulent tourner la page de tout ça, ils veulent renverser la table, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire au bout d'un moment. Parce que le danger, il faut finalement... mettre tous ces gens-là hors de nuire, hors de responsabilité. Ils ont fait leur temps. Il faut complètement, si vous voulez, nettoyer les écuries de Jas, mais c'est fondamentalement politique. Ça, c'est plus que judiciaire. Le danger de tout ça, finalement, je me rappelle avoir reçu Philippe de Villiers. Il racontait une conversation qu'il avait eue avec Emmanuel Macron où le président de la République lui avait dit Édouard Philippe ne veut pas déconfiner trop vite parce qu'il gère son risque pénal. Si c'est ce danger, cette épée de Damoclès finalement qui plane au-dessus des politiques, qui détermine leurs actes et leurs décisions politiques, est-ce que finalement on ne se retrouve pas précisément dans la situation actuelle de surprécaution à géométrie variable, souvent avec des décisions incohérentes, improductives, type masque dans la rue? Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Mais est-ce que finalement, on ne les pousse pas à aller dans une forme de principe de précaution inepte? Je ne sais pas si c'est la vraie raison. Moi, j'ai du mal à croire ça. Parce que si c'était ça, par exemple, Véran aurait augmenté le nombre de lits à l'hôpital et en réanimation depuis mars dernier. Or, on apprend qu'on fait soi-disant face à la seconde vague, que je ne vois toujours pas, mais bon, et avec le même nombre de lits, notamment en réa, ce qui est incroyable. Donc, si vous voulez, là, on pourrait l'accuser là-dessus. Vous voyez, donc s'il n'était que pour gérer son risque pénal ou prendre des mesures de précaution extrêmes, il aurait pris soin de faire ça. Il aurait pris soin par ailleurs d'essayer par un vrai essai clinique le protocole Raoult, parce qu'on pourra lui reprocher ensuite si vraiment il est démontré à l'étranger que ça marche, par exemple. Or, il ne l'a pas fait. Donc moi, j'ai le sentiment que c'est pas totalement ça. Je pense qu'aujourd'hui, les bonnes mesures ne sont pas prises, que ce soit sur le traitement, le contrôle de nos aéroports, c'est toujours très mal fait. Donc vous voyez, ça aussi, ça infirme ce que vous dites. Si vraiment ils voulaient appliquer un principe de précaution et gérer son risque pénal, ils mettraient le paquet sur nos frontières et les aéroports, ils ne le font pas. Et puis 3, ils augmenteraient les moyens de l'hôpital et de la santé en général. Je vais refaire ma petite musique de l'Union européenne, mais aujourd'hui, on a une volonté de ne pas augmenter les déficits publics, d'austérité, de paupérisation, de privatisation de tous les services publics. Ça passera aussi par l'hôpital, c'est passé par les autoroutes, c'est passé par les barrages et toute une série de choses, ADP et autres. Et aujourd'hui, on n'a pas envie de mettre le paquet, pour prendre un mot très vulgaire, trivial, sur l'hôpital public, parce que c'est investir massivement dans les services publics. Et l'Union européenne s'y oppose farouchement. Et puis ils remettraient les médecins libéraux dans le coup. Ils ne le font pas. Par contre, ils prennent des mesures aberrantes. Et de plus en plus liberticides. Donc je pense qu'il y a d'autres motivations. Je pense qu'ils craignent vraiment un soulèvement populaire. Je pense qu'ils voient que la dépression économique et sociale, elle va être terrible. Ils craignent que ça se réveille dans le peuple français. Ils craignent, si vous voulez, des gilets jaunes génération 2, 2.0, qui ne soient plus des gilets jaunes, mais une espèce de mouvement encore plus puissant. Et je pense qu'au bout d'un moment, le Covid a bon dos. Voilà. Ça permet, là, ils ont voté, par exemple, cette nuit, ils ont voté la prolongation des mesures de restriction qui devaient s'arrêter le 31 octobre jusque fin mars. Ça ne cesse d'être prolongé. C'est un peu l'état d'urgence sanitaire permanent. Et ça va finir, vous verrez, par rentrer dans le droit commun. On va donner des pouvoirs exorbitants, interdire des rassemblements familiaux. J'ai même vu qu'au Québec, la police, depuis hier, a le droit de taper à la porte des gens dans les domiciles privés et de rentrer chez eux pour vérifier qu'ils ne sont pas trop nombreux à la maison, pour les rassemblements familiaux. Et qui nous dit en France ? Mais qui nous dit que ça ne va pas arriver dans 2-3 semaines ou 2-3 mois en France, bien sûr. Va-t-on bientôt porter le masque chez nous? Eh bien, c'est en tout cas ce qu'a sous-entendu le ministre de la Santé hier soir lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Écoutez Olivier Véran. Si on porte un masque au travail, qu'on l'enlève quand on est chez soi, eh bien, on peut être contaminé. Et beaucoup de contaminations se font, je le redis, en milieu familial ou lors d'événements festifs chez soi. Le brassage d'un groupe de personnes dans un même lieu clos suffit à augmenter la circulation du virus. Il y a dans les réanimations parisiennes des personnes qui portent le masque dans les transports en commun ou sur leur lieu de travail, mais qui se sentant rassurées quand elles arrivent chez elles, en invitant des amis ou leur famille, ont enlevé le masque et ont été ainsi contaminés. Raison pour laquelle il faut rester vigilant tout le temps. Voilà, vigilant tout le temps, sous-entendu, y compris dans votre salon quand vous recevez des amis, Amélie. Voilà pourquoi, le 12 septembre dernier, déjà 6 médecins, dont les professeurs Gilbert Deray et Bruno Megerban, que voilà, signaient une tribune dans le journal du dimanche. Ils suggéraient déjà de porter le masque
jusque chez nous, jusque dans nos salons. Regardez ce qu'il disait, évitez autant que possible les rassemblements privés. Plus une pièce est petite, plus elle contient de monde, moins elle est aérée et plus vous augmentez les risques. Et ils ajoutent, réduisez le nombre de personnes présentes dans le cadre privé. Si possible, reportez toute réunion, sinon portez un masque comme au travail. Il s'est tellement passé des choses qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore un an que tout est possible. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils en sont là. Ils ont pris l'habitude de domestiquer la population française, qui réagit plutôt bien, qui accepte plutôt bien pour l'instant. Qui se laisse plutôt bien domestiquer. Oui, qui pour l'instant réagit plutôt bien du point de vue des autorités, c'est-à-dire qu'il se laisse plutôt bien dresser, domestiquer. Parce que c'est notre projet. Avec la friandise et la réprimande, c'est le système de, c'est ça le dressage, hein, c'est deux piliers, hein, c'est la friandise et la réprimande. Ça fonctionne bien. Ça permet en même temps de mieux contrôler les mouvements sociaux éventuels ou mouvements politiques qui pourraient venir. Ça empêche tout débat public. Hein. C'est un calvaire, y compris pour les partis politiques d'opposition que je préside. Par exemple, ne serait-ce que faire des réunions publiques. Bien sûr. C'est impossible, ou bien ça coûte un fric fou parce que vous devez prendre une salle 2 fois plus grande pour mettre, qui coûte le même prix, hein, pour mettre 2 fois moins de monde parce que vous devez respecter la distanciation entre les gens. Donc en fait, vous ne le faites plus. Et tout ça, voilà. Donc je pense qu'on en est plutôt là aujourd'hui. Et puis ils font tourner la tête des gens. Ordre contre ordre, information contre information, désorientation générale. Là, il faut lire Hannah Arendt. Hannah Arendt qui dit mais comment on fait pour faire peur à un peuple et pour le tenir? Il faut lui donner en permanence ordre et contre-ordre. Et au bout d'un moment, les gens ne comprennent plus rien, donc ils n'ont plus qu'un seul réflexe, c'est obéir. Voilà. Alors vous c'est donnez efficace, un autre ordre dans votre livre, chapitre 10, révoltez-vous. C'est quoi? C'est un appel à la désobéissance civile? C'est un appel à la rébellion. Et je dis, la première des révoltes, c'est une révolte de l'intelligence. C'est aussi une révolte, l'intelligence. Au moment où l'intelligence devant les lois, elle ne fait pas le poids, je sais lequel. L'esprit critique déjà. Non, vous savez, si chacun se réveillait avec un esprit critique et ne serait-ce qu'un bon sens, c'est déjà une forme de révolte. Et j'explique comment chaque révolte entraîne la suivante. La révolte de l'intelligence, c'est de dire, attendez, moi on me dit un truc, on m'a dit l'inverse il y a 3 mois. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Il y a un problème. On me dit, par exemple, il faut interdire la diffusion de musique, comme c'est le cas par des arrêtés préfectoraux à Lyon et à Paris en ce moment, de 22h à 6h du matin. Je ne vois plus le lien avec la crise sanitaire. Bien sûr, si, parce que la musique, ça fait des rassemblements, donc c'est mauvais, ça permet de la contamination, etc. Oui, tout ça, ça s'appelle tirer par les cheveux. À ce moment-là, vous pouvez tout interdire. Vous pouvez tout interdire, parce que tout, à un moment, amène à une possible contamination. Mais il faut regarder, si vous voulez, sérieusement les choses. Voilà, donc je dis révolte de l'intelligence. La révolte de l'intelligence, elle amènera, deuxièmement, à la révolte de la liberté. Et c'est là qu'on va reprendre goût, parce qu'on se désaccoutume très vite de la liberté. Très vite, on vous habitue à ne plus être libre. Libre de vous déplacer, libre de commercer, libre de travailler, libre de voir les gens que vous aimez, libre de penser, d'écrire, de parler. Les réseaux sociaux n'ont jamais été autant censurés que depuis quelques mois. Ils n'ont pas eu besoin de la loi Avia pour le faire. Alors, récemment, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a indiqué que l'Union européenne travaillait main dans la main avec les réseaux sociaux pour mettre en avant les sources officielles. Est-ce que l'on peut parler d'une censure organisée avec l'Europe ? Non, on peut parler d'une tentative pour l'Europe de reprendre la main sur l'opinion publique des populations européennes. Ça amènera à cette révolte. Vous l'avez dit. Oui, la loi Avia qui va probablement malheureusement revenir via l'Union européenne à la demande de la France. Et raison de plus de quitter ce machin. Mais nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Et cette révolte de la liberté amènera à la fin, je pense, à une révolution politique. Qui n'est pas un bain de sang, loin de là. C'est justement pour éviter ça, pour éviter le carnage. Cette révolution politique, ça veut dire on tourne complètement les choses, on met toute cette oligarchie, tous ces gens-là, ou les valets de l'oligarchie au rebut. Pensez printemps, mes amis. Et puis, on mène une politique complètement différente, ce que j'ai appelé un programme de salut public. On pourrait l'appeler un programme de salut national. Voilà, en tout domaine, pour vraiment sauver notre pays et le remettre sur les bons rails.